Chers collègues, bonjour. Vous l'avez vu au titre de mon discours, je ne vais pas parler d'un sujet léger. Je vais aborder le problème des changements climatiques et des populations autochtones. D'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier notre formidable groupe de pratiques d'interprétation, Toronto, et aussi clarifier un point. J'ai préparé ce discours à des fins pédagogiques et il se peut qu'il ne reflète pas mes opinions personnelles. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Lorsque l'on parle de changement climatique, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est d'abord la hausse des températures, la montée des eaux marines, le recul des glaciers, une fréquence plus grande des tempêtes ou des catastrophes. Et puis, généralement, dans nos esprits, on en reste à peu près là, on ne va pas plus loin. En fait, on pense moins aux conséquences indirectes. Et parmi ces conséquences indirectes, la première d'entre elles, c'est le changement des écosystèmes. C'est le changement des environnements. C'est le fait que ça atteint la biodiversité au sens que cela change la distribution de cette biodiversité sur notre planète. Et ces transformations, par ces conséquences indirectes, font peser un poids assez lourd sur les populations autochtones. Vous savez, on les appelle selon des termes différents, peuples autochtones ou populations indigènes ou encore nations premières, parce qu'ils sont vraiment premiers, premiers dans tellement de domaines. Premiers d'abord parce qu'ils nous ont précédés partout et souvent l'histoire telle que nous l'écrivons, malheureusement, tente de dissimuler cette réalité. Oui, ils sont premiers, premiers aussi dans leur relation avec la nature. Ils n'ont pas dévoyé comme nous l'avons fait. Ils comprennent le sens du mot économie. Ils sont économes, ils sont proches de la nature. Et puis, ils sont aussi premiers dans les relations sociales. Il y a énormément de choses que nous avons perdues au fil du temps. Et croyez-moi, je ne suis pas en train de dire que nos sociétés n'ont produit que des choses négatives, mais en tout cas, nous, nous sommes construits au fil du temps des désarrois, des névroses que eux, ils n'ont pas encore connus. Et j'ai l'impression qu'il nous manque dans nos sociétés ce sentiment d'harmonie, l'harmonie entre les êtres et la nature. euh, voilà ce que nous aurions à retrouver aujourd'hui grâce aux peuples autochtones. Qu'il s'agisse d'inondations, de sécheresses, de la montée du niveau des mers ou des océans ou de l'éviction due au climat, les menaces liées au changement climatique peuvent être extrêmement heu, lourde, pour les populations autochtones et aussi, un énorme défi pour les fameux objectifs de développement durable. Une militante des droits des peuples autochtones, Hindou Oumarou Ibrahim, expliquait lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat, et je cite: «Chaque jour, le changement climatique ajoute la pauvreté à la pauvreté.» Fin de la citation. Toutefois, ne soyons pas pessimistes, la situation a aussi ses bons côtés. On ne peut pas voir les peuples autochtones uniquement comme des victimes qui ont besoin de protection. Cette vision est loin d'être suffisante. Dans mon discours, je vais parler des peuples autochtones qui sont à la fois confrontés à de graves menaces du fait du changement climatique, mais qui sont à la fois en première ligne pour le combattre. Étudions quelques chiffres intéressants pour commencer. Les peuples autochtones forment 5% de la population mondiale. Pourtant, ils préservent près de 22% de la surface de la Terre et protègent environ 80%
de la biodiversité planétaire. Ces chiffres mettent immédiatement en évidence le rôle des populations autochtones. Saviez-vous que, par exemple, que les forêts brésiliennes gérées par les peuples autochtones ne connaissent pratiquement aucune déforestation, tandis que les forêts situées en dehors de leur zone protégée subissent une déforestation massive qui entraîne des émissions de dioxyde de carbone 27 fois supérieures. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Trop souvent, l'opinion publique considère les peuples autochtones comme des victimes de l'exclusion, de la pauvreté, de la discrimination et de l'exploitation. Effectivement, il est prouvé que les peuples autochtones représentent 15% des pauvres dans le monde, alors qu'ils ne forment que 5% de la population mondiale. Par ailleurs, leurs droits sont souvent ignorés dans les nombreux pays où ils vivent. Ils n'ont pas suffisamment accès à des possibilités de travail, de formation, tandis que leurs terres, leurs moyens d'existence et leur culture, même aujourd'hui au XXIe siècle, restent gravement menacés. Alors essayons de répondre à ces deux questions. Que se passe-t-il quand le changement climatique vient s'ajouter à cette situation? Et quel changement cela entraîne pour ces populations déjà marginalisées? Et pour y répondre, on va utiliser le rapport de l'Organisation internationale du travail. Dans son récent rapport, l'OIT a partagé une combinaison unique de caractéristiques qui rendent les populations autochtones particulièrement vulnérables au changement climatique. Ces caractéristiques sont au nombre de 6. Je vais les citer. Premièrement, c'est la pauvreté et les inégalités au sein des peuples autochtones. Deuxièmement, l'érosion des moyens d'existence sur lesquels se basent les ressources naturelles utilisées par des peuples autochtones. Troisièmement, les peuples autochtones résident dans des zones géographiques exposées au changement climatique. D'où, quatrièmement, des migrations et des déplacements forcés qui augmentent leur dépendance à l'économie informelle. Cinquièmement, les inégalités entre hommes et femmes à la fois à l'intérieur et en dehors des communautés des peuples autochtones. Et dernièrement, le manque, et sixièmement, le manque de connaissances, de droits, d'appui institutionnel et d'inclusion dans les politiques publiques des États. Et malgré toute cette palette de vulnérabilité, les peuples autochtones agissent aujourd'hui. Comment alors ils apportent leur contribution? Premièrement, l'atout majeur des peuples autochtones, c'est le capital naturel qu'ils utilisent de manière durable et productive, parce qu'ils partagent une relation culturelle complexe avec leur environnement, avec leurs écosystèmes. Deuxièmement, leur savoir, j'aurais même dit leur science, leur approche culturelle de la relation avec les écosystèmes, avec les ressources naturelles, peuvent fournir des solutions socio-technologiques pour produire des denrées alimentaires et pour gérer les forêts de manière beaucoup plus durable et pour sauvegarder les ressources naturelles. C'est pourquoi il est fondamental que les peuples autochtones soient 370 millions d'individus dans le monde, soient à l'avant-garde des économies vertes modernes parce qu'ils ont de quoi à nous apporter. Ils peuvent participer en partageant leur savoir traditionnel, en partageant leurs pratiques ancestrales, parce que ce sont des sciences autochtones qui n'appartiennent pas qu'aux autochtones, mais elles appartiennent à l'humanité entière. Ce sont des savoirs que je crois l'humanité doit maîtriser dès le début. Mais malheureusement, à travers les colonisations, à travers le développement en Europe de systèmes politiques, beaucoup de ces savoirs ont été oubliés. Certes, certains ont été conservés au Canada, aux États-Unis, et de par le monde, mais très peu.
Pourquoi donc ces savoirs ancestraux et autochtones ne font pas partie du patrimoine commun? En fait, malheureusement, avec la colonisation, leur savoir était vu comme quelque chose d'arriéré, sauvage. Donc, il y a eu beaucoup de préjugés par rapport à leurs connaissances. Et aujourd'hui, si on regarde le livre de la science de notre humanité, il y a un gros paragraphe, voire un chapitre qui manque. Et ça, c'est souvent parce que le milieu scientifique humain a fait une erreur en excluant les savoirs ancestraux des populations autochtones. Donc, aujourd'hui, on dira qu'il y a un mea culpa du milieu scientifique de reconnaître justement ces savoirs locaux comme des sciences qui font partie à part entière du livre de la science de l'humanité, puisque souvent, les scientifiques vont faire des grandes découvertes, eureka, sur des sujets très intéressants, mais les communautés autochtones, ils vont dire: «Bah, on le savait déjà depuis longtemps». Donc ça nous fait épargner beaucoup de temps, les savoirs ancestraux des populations autochtones. Donc, en reconnaissant la validité des savoirs ancestraux, la validité des pratiques traditionnelles, le milieu scientifique remet en place ces sciences que l'on reconnaît maintenant comme étant des sciences. Parce que la science, c'est quoi? C'est tout simplement d'observer un fait et de le rapporter, de rapporter cette observation et de l'appliquer dans le milieu dans lequel on vit. D'ailleurs, je vous recommande une lecture très intéressante que je suis en train de faire moi-même d'une représentante des peuples autochtones, Robin Wall Kimmerer. Je ne sais pas si ce livre a été traduit en français, mais en anglais, il s'appelle Braiding Sweetgrass, Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teaching of Plants. Et justement, dedans, on parle de l'inclusion des savoirs traditionnels, l'inclusion dans le milieu scientifique, et cette inclusion va améliorer la pratique scientifique. On s'interroge aussi sur des solutions que nous proposent les peuples autochtones et le livre dresse un bilan, un constat assez triste, ce qu'il faut arrêter de chercher une pilule aux catastrophes climatiques, au changement climatique. Il faut se rendre compte que c'est un changement de comportement qu'il faut faire. C'est un comportement au niveau social, au niveau communautaire, économique. Et justement, dans les savoirs ancestraux, il y a des réponses, il y a des pistes de solutions. Donc, je pense que c'est l'apport que ces communautés peuvent faire, c'est justement les communautés, les communautés autochtones, c'est justement d'amener leur savoir et de les partager. Donc, avec toutes ces contributions précieuses et uniques, les peuples autochtones n'ont pas besoin de ce préjudice supplémentaire qu'ils subissent, les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué. Ce phénomène des changements climatiques est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité. Et l'histoire est truffée d'exemples que ce mode de développement s'est fait à leur détriment. Alors, à titre de conclusion, je voudrais dire que si nous voulons mériter notre appellation de civilisation, eh bien, je pense qu'il est temps non seulement de reconnaître cette responsabilité historique, mais également de reconnaître nos droits vis-à-vis des populations autochtones. Merci de votre attention.